Bien le bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Pro Évolution, le dernier avant l'été, hein, on peut le dire, puisque après-demain, nous sommes le 21 juin, donc voilà, on va passer dans cette saison chaude qu'on vit déjà. Voilà, je meuble un peu le temps que tout le monde arrive. Vous êtes déjà 24 connectés, merci, hein, 80 inscrits, donc je pense qu'on sera une bonne cinquantaine en direct. Voilà, bonjour Annick, bonjour Laurent. Bonjour à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas à utiliser effectivement le chat, hein, que vous voyez tout en bas à droite pour communiquer avec nous. N'hésitez pas à utiliser les questions. Mais voilà, on va parler déjà donc du sujet de ce jour. Vous l'avez vu, vous vous êtes inscrit. On va parler santé mentale et RPS. Vous le savez, hein, on en parle dans l'actualité depuis un bout de temps, hein. La santé mentale est la priorité du gouvernement, la priorité de beaucoup de monde, des entreprises. On sait qu'on est dans un monde pas super réjouissant. Voilà, je voudrais pas casser l'ambiance dès le début, mais c'est vrai quand vous écoutez les infos, que ce soit voilà, l'Iran, l'Ukraine, la crise économique, les douanes, etc. Je vais pas vous faire tous les sujets. Il n'y a pas beaucoup de sujets pour sourire et être heureux. Et ben justement, c'est une préoccupation, je dirais à titre individuel bien sûr, mais une préoccupation surtout des entreprises, puisque santé mentale, c'est la santé de ses collaborateurs, c'est la santé des salariés. Euh, voilà, on me dit dans le chat. Alors, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, certaines personnes ne m'entendent pas. C'est bizarre. Ah, Oui, c'est bizarre. Vérifiez le son chez vous, parce que si certaines personnes m'entendent et pas d'autres, c'est qu'il y a probablement un problème sur vérifier que vous avez bien, voilà, que vous avez bien activé les haut-parleurs, qu'il y a bien le son. Alors, je suis en train de parler, mais si vous m'entendez pas, ça n'est pas étiqueté. Donc bon, voilà, ok, je vous laisse voir. Peut-être je laisserai mes collègues voir. S'il n'y a pas de souci, voilà. Donc, en tout cas, voilà, je ah, voulais introduire pour dire si l'actualité n'est pas réjouissante, c'est un sujet de préoccupation des entreprises, puisqu'on parle, voilà, on parle souvent du mot fort, hein, le mot burn-out, mais sans même parler de burn-out, voilà, de mal-être, de difficultés, d'appréhension à les travailler. Et donc, le management, là-dedans, a un rôle important. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet voilà, je présenterai juste après Viviane. Mais le temps que les dernières personnes arrivent, je me permets de vous présenter simplement ProEvolution pour ceux qui nous rejoignent. Alors, je vois effectivement dans le chat beaucoup d'habitués et merci à vous, hein. C'est vrai que ça fait plaisir. Si vous revenez, c'est que nos sujets vous plaisent, je suppose. Donc, merci pour votre fidélité. Merci bien sûr à ceux qui nous rejoignent, qui sont sans doute intéressés par le sujet et qu'on espère bien sûr voir plus souvent. Alors, si vous ne connaissez pas ProEvolution, je vous le présente rapidement, hein, en une minute. Donc, on est un cabinet de conseil RH. On dit, hein, qu'on accompagne le cycle de vie du capital humain au travers notamment de quatre métiers, hein. Le métier historique, hein, depuis notre création en 1988, on en depuis plus de 35 ans, c'est le recrutement, hein, voilà, la création de talent, la chasse de talent, métier historique. Puis on s'est développé, et je pense qu'on en parlera notamment de Viviane et Michel, à qui je fais un petit clin d'œil, puisque Michel, voilà, qui a développé ce service ces presque 20 dernières années, va bientôt prendre une retraite méritée. Donc je me permets, même s'il n'est pas là en direct, il regardera sans doute le replay, voilà, de faire un petit clin d'œil à Michel, hein, qui est aussi souvent intervenu chez nous. Et puis depuis quelques années, on a développé aussi tout ce qui est management de transition, hein, pour les besoins, je dirais, opérationnels stratégiques de missions plus courtes, hein, notamment des missions de renversement, de transformation, pour simplement du management relais. Voilà, c'est des choses qu'on peut proposer dans nos services. Et puis, ben, le dernier sujet, hein, que je connais davantage, hein, puisque c'est celui que je pilote moi, hein, c'est la partie digitale avec ConnexHub, donc l'accompagnement à la transformation digitale. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, hein. On fait notamment des formations sur comment utiliser l'IA au profit d'un côté des recruteurs, de l'autre des managers, et comment garder l'humain au centre. C'est aussi une préoccupation. On a eu déjà des sujets là-dessus, on en aura d'autres, puisque l'IA est toujours là. Voilà, je finis sur quelques chiffres, hein. Je vous disais effectivement plus de 35 ans, 37 précisément. On s'adresse à tout type de marché. On a aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 4,3 millions d'euros. Et on est présent sur l'axe transfrontalier, hein, je dirais plus que franco-germanique, transfrontalier. On travaille aussi sur l'Espagne, sur la Suisse. Voilà. Et on est reconnu par nos candidats, hein, via le label Happy Candidates, et par les entreprises aussi en tant que l'un des 50 plus grands cabinets selon l'étude des Échos depuis 4 ans. Et pour la partie formation, on est certifié Calliope. Voilà, je ne vais pas plus parler que ça. Vous voyez, on est présent un peu partout en France et à l'international.
Et puisque ça fait 5 minutes, voilà, je pense qu'il y a une bonne partie du temps qui est passé pour que les gens nous rejoignent. On va tout de suite commencer, mais je vais quand même commencer par vous présenter Viviane. Voilà, Viviane ici présente, c'est quand même mieux en vrai qu'en Bonjour. image. Voilà. Viviane, elle va compléter sa présentation. Elle est chez nous consultante transition de carrière et conseil, l'équipe dont je vous parlais, mais elle a aussi une formation de psychologue clinicienne, ce qui fait qu'elle est particulièrement pertinente sur le sujet d'aujourd'hui, voilà, dont on va parler, donc santé mentale et RPS. Voilà pour mon introduction. Et ben, je vais tout de suite. Alors, avant de laisser la parole justement à Viviane, juste vous rappeler, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, vous êtes sur la plateforme Livestorm, ce qui veut dire que vous avez donc sur cet outil, si vous regardez bien en bas à droite, vous avez des petits onglets, hein, donc l'onglet de chat pour dire bonjour, pour saluer, échanger, mais surtout l'onglet juste avant, hein, à gauche du chat, c'est l'onglet de questions que je vous invite à utiliser. Vous avez une question à tout moment. Alors, on coupera pas Viviane. Mais vous pouvez noter vos questions et on pourra reprendre à la fin. On a prévu effectivement une intervention jusqu'à grosso modo 11h45 et on se laisse un quart d'heure de questions-réponses. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser cette fonctionnalité, ça permettra d'interagir avec vous. Vous avez aussi l'onglet sondage, on l'utilisera 2 fois assez rapidement pour que vous puissiez aussi participer de manière dynamique à ce webinaire. Voilà, et j'ai fini pour mon introduction et la présentation, donc je vais laisser la parole à Viviane qui va vous parler donc de santé mentale et RPS, comment adopter un management préventif. Viviane, c'est à toi. Merci Xavier Noël pour cette présentation. Alors, je ne vais pas forcément en rajouter beaucoup. Effectivement, je suis psychologue clinicienne de formation et depuis la fin de mes études, j'interviens dans l'accompagnement des salariés et des entreprises et plus particulièrement ces dernières années sur une thématique qui me tient à cœur, à savoir tout ce qui tourne autour de l'accompagnement des entreprises dans des plans de prévention des risques psychosociaux à travers un diagnostic dans un premier temps pour avoir une photographie à l'instant T de ce qui se joue dans l'entreprise. Et puis après, élément important, c'est d'accompagner l'entreprise dans certaines modifications, améliorations à apporter en fonction de ce qui sera ressorti du diagnostic. Très souvent, les entreprises sont OK pour faire un diagnostic. C'est après où ça devient difficile de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre organisation? Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos modes de management? Et donc, c'est là où c'est important de les accompagner pour les encourager à mettre en œuvre des fois des actions très simples, mais qui vont être très impactantes pour les salariés. Donc, voilà pour ma petite présentation. Donc, pourquoi ce sujet? Comme l'a dit en introduction Xavier Noël, c'est 2025, la santé mentale, c'est une grande cause nationale. Et aujourd'hui, dans l'endroit qui nous touche, à savoir l'entreprise, on voit bien qu'il y a une émergence de problématiques liées à la santé mentale et aux risques psychosociaux. On verra ensemble un petit peu la différence de ces deux notions. Bien entendu, des personnes qui ne sont pas très bien dans leur entreprise, on va constater des baisses de productivité, une augmentation de l'absentéisme, du turnover. Donc, soyons très clairs, ne pas prendre en charge la santé mentale de ses collaborateurs a un coût pour l'entreprise. Et puis, nous vivons effectivement dans un monde plutôt difficile, comme l'a dit Xavier Noël. Enfin, aussi un élément important, c'est que l'entreprise a une obligation de sécurité. C'est inscrit dans le code du travail et effectivement, c'est détaillé qu'il doit prendre en compte la santé mentale de ses collaborateurs, même si le problème de santé mentale n'est pas lié au travail, mais lié à la vie extérieure à l'entreprise du collaborateur. Et enfin, le lien avec le manager. Pourquoi? Parce que finalement, le manager, c'est le premier relais de prévention.
c'est lui qui est au contact de ses équipes et qui pourra, on va le voir, avoir une posture préventive ou éventuellement, parfois, ça se voit dans certaines entreprises, il peut être lui-même aussi amplificateur du stress de ses collaborateurs, et on a tous eu des managers qui facilitaient pas forcément les choses. Donc voilà, pourquoi ce sujet. Et finalement, l'objectif de ce webinaire, ça va être de comprendre ce que c'est cette notion de santé mentale et de risques psychosociaux, d'identifier un peu ensemble tous les différents facteurs de risque, et enfin cerner le rôle du manager dans la prévention. Et je vous partagerai quelques outils qui peuvent un petit peu vous amener, vous, dans votre pratique de manager, voilà, un peu à réfléchir à des choses que vous pourriez mettre en place, une posture peut-être différente. Très souvent, déjà, le fait d'avoir conscience que ce que vivent ses collaborateurs n'est pas facile, et de le reconnaître, ça va déjà être une action de prévention de ces risques. Donc, on vous propose déjà un petit sondage, puisque finalement, ça nous intéressait de savoir, par rapport aux personnes qui sont connectées, est-ce que dans le cadre de votre activité professionnelle, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'un plan de prévention des risques psychosociaux, d'une action que l'entreprise a pu mettre en œuvre par rapport à cette thématique? Donc, je te laisse lancer le sondage, Xavier Noël. Alors, normalement, il est lancé. Je pense que vous le OK. retrouvez dans l'onglet sondage, justement, puisque je viens de le publier, hein. Donc, si vous allez effectivement en bas à droite, vous avez le petit onglet sondage et vous pouvez dire, voilà, cliquer oui ou non à la question et effectivement soumettre le vote pour voir les réponses, hein. Donc, je vois actuellement, on a beaucoup de non, hein, là, actuellement, l'instant où je vous parle, hein. On laisse bien sûr les autres répondre. On a 25 votes et les 4/5 sont des non, en l'occurrence. Donc, justement, raison de plus peut-être pour vous de suivre le contenu de ce webinaire. Est-ce qu'on laisse passer quelques secondes? Voilà, 20 non, si oui. Oui, je pense Quelques- que la proportion est significative, et on va le voir avec les quelques chiffres qu'on va présenter actuellement. Hmm. Et justement, je prends quand même une question sur le tas. Donc, le support présenté, alors envoyez non, mais comme vous êtes inscrit, vous avez accès au replay et on le publiera plus tard avec un article sur notre site. Donc, vous pourrez récupérer le support au travers de la vidéo. Et pour les autres questions, elles sont déjà plus pointues, je les garde pour la fin, donc notamment la question de Sabine. Voilà, je vous propose, on continue. Je dis juste le sondage. Donc, on a effectivement à 21 non et 7 oui. Donc, on voit que c'est un sujet aujourd'hui que vous n'avez pas forcément vécu vous, mais voilà, qui pour le coup vous faites bien d'être ici. Et je te laisse poursuivre, Yann. Alors, soyons positifs, hein, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas eu lieu de mettre en place une action puisque tout se passait bien, et ça arrive aussi. Donc, quelques chiffres, hein, assez édifiants finalement. Alors, c'est des chiffres qui sont issus de la dernière enquête de Cali Social, hein. Il y a un salarié sur 4 qui déclare être en mauvaise santé mentale. Ça fait quand même 25% des salariés. Autre information intéressante, un salarié qui a une faible confiance dans l'avenir a 4 fois plus de probabilité d'être en mauvaise santé mentale. Et enfin, en 2025, moins d'un salarié sur 4 a accès à un plan de prévention complet de santé mentale au sein de son organisation. Et un salarié sur 3 n'a accès à aucune action de prévention dans son entreprise. Comme on l'a vu précédemment, ne pas investir dans la prévention des risques psychosociaux va avoir un impact direct sur la performance des organisations et sur les coûts. Donc, investissez dans la santé mentale et dans la prévention des risques psychosociaux. Alors, entrons dans le vif du sujet, définir les risques psychosociaux. Qu'est-ce qu'on entend dans risques psychosociaux? Ce sont tout simplement des situations de travail, hein, qui peuvent engendrer du stress durable, de la souffrance psychique, des troubles de santé.
Alors, il y a différents types de risques psychosociaux. Le stress chronique, qui est quand même celui dont on parle le plus, hein. On peut avoir aussi affaire à des violences internes, des conflits, du harcèlement moral, les violences externes, des insultes, des agressions. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir auprès des structures où des personnes sont en contact direct avec du public, hein, ou alors des personnes qui sont dans des environnements où ils peuvent être amenés à être insultés, etc. On peut penser à des chauffeurs de bus, etc., quoi. Et puis évidemment, la surcharge ou le sous-investissement dans le travail vont être effectivement des sujets à explorer quand on fait un plan de prévention des risques psychosociaux. Alors, un deuxième sondage, puisqu'on va un peu explorer aussi la santé mentale. Donc, pour vous, est-ce que la santé mentale, c'est l'absence de maladie mentale? Est-ce que pour vous, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc là encore, hein, vous avez l'onglet sondage si la question n'est pas apparue directement à l'écran. Oui ou non, c'est une petite interro surprise et bien sûr, vous aurez la réponse détaillée juste après de Viviane. Alors, donc on a actuellement, hein, voilà, sur, pareil, pas loin de 25 votes, on a à peu près les 3/4 qui disent que c'est faux et donc un Ok, quart c'est bien. qui disent que c'est vrai. Et du coup, Viviane, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Alors, effectivement, la santé mentale, c'est un processus très, très dynamique, hein, finalement, qui peut varier d'un état de bien-être à un état, on va dire, de maladie, hein. Quand on est en bien-être, il n'y a effectivement pas de problématique de santé mentale, mais quand on est confronté à une situation difficile, que ce soit à titre personnel ou dans son travail, la première phase, on peut être dans une détresse psychologique, on peut être plus fatigué, on peut être irritable, on peut être dans qu'on peut appeler du présentéisme. Et c'est dans cette première phase où finalement, si on ne fait rien, si on n'identifie pas qu'au niveau de son collaborateur, il y a des changements, qu'on risque de passer effectivement dans la deuxième phase, parce qu'il faut savoir que la première phase est totalement réversible, hein. On a tous dans notre vie des moments plus délicats et il suffit finalement de les digérer, etc. Et on peut revenir à un état de bien-être sans difficulté. Maintenant, si ce n'est pas pris en compte, en tout cas dans le domaine de l'activité professionnelle, le risque, c'est de tomber dans la deuxième phase, hein, où on va retrouver beaucoup plus d'absence, des troubles musculo-squelettiques, de l'hypertension, de la dépression, de l'anxiété, du burn-out, etc., des démissions. Et là, on commence à être dans des situations qui sont proches de l'irréversibilité, puisque finalement, la troisième phase, on arrive dans des situations où les personnes vont être peut-être en incapacité de travailler. Quelqu'un qui va faire un burn-out, ça a des incidences sur le fonctionnement neuronal et des fois, les personnes ne pourront plus reprendre l'activité professionnelle qu'ils avaient avant. On peut parfois aller jusqu'à des suicides, quoi. Mais restons positifs aussi dans cette notion de santé mentale. On peut très bien aussi être dans une entreprise où le fonctionnement de l'entreprise fait qu'on va se sentir très bien parce que on va s'y sentir épanoui, on va s'y sentir utile. Donc là, on va y être bien, hein. Ne soyons pas non plus trop manichéens. Tout ne vient pas de l'entreprise au niveau des difficultés qu'on peut y rencontrer. Il y a plein de personnes qui sont très bien aussi dans leur boulot et qui s'y épanouissent très bien.
Mais effectivement, si ce n'est pas pris en charge, ben voilà, il y a des risques. Tu peux… voilà. Donc, effectivement, comme vous l'avez très bien compris, hein, selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être, je lis la slide, qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, vous vous doutez bien que dès qu'il y a des choses qui vont être difficiles dans les entreprises, eh ben, ça va venir effectivement toucher ce qu'on appelle la santé mentale en entreprise, quoi. Alors, je souhaitais faire un petit focus aussi sur ce qu'on vit aujourd'hui. Xavier Noël l'a dit en introduction. Alors, pendant très longtemps, on a parlé du monde VUCA. C'était un terme plutôt utilisé par les militaires dans un premier temps qui date des années 80. Qui était issu de l'héritage de la guerre froide entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, et qui était un terme pour décrire finalement des situations ambiguës et complexes. On définissait effectivement que le monde était plutôt volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc c'était déjà costaud. Et aujourd'hui, en tout cas depuis les années 2020, et ça, ce terme banni est très lié aussi aux changements, je dirais, plus mondiaux, les bouleversements climatiques, systémiques, etc. Aujourd'hui, pour décrire le contexte dans lequel on vit, on est plutôt sur un contexte fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Donc, quand on voit déjà ces deux termes, VUCA et banni, on voit bien que les choses ne s'arrangent pas, si je peux le dire comme ça. Et dans ce cadre-là, ce qui est intéressant aussi en tant que manager, c'est un peu de se poser la question, oui, le monde, il est comme il est, c'est totalement hors de ma zone de contrôle, mais finalement, qu'est-ce que moi je peux faire dans mon quotidien. Donc, par rapport à la fragilité, alors c'est déjà quelque chose qu'on a un peu expérimenté lors du Covid, où on a vu que finalement, pas mal d'entreprises avaient su très rapidement réagir, organiser le travail en équipant leurs collaborateurs d'outils leur permettant de continuer à travailler chez eux. Finalement, on a parlé de quoi? On a parlé de résilience. Donc, un des critères et une des compétences finalement à développer aujourd'hui dans le cadre de ce côté fragile de notre environnement, c'est la résilience en étant dans une posture qui va faire montre de souplesse. Plus rien n'est acquis, sur lesquels on peut se reposer avec certitude. Donc, il s'agit d'être souple par rapport à ça. Par rapport à le côté anxieux du monde dans lequel on vit, là, on est complètement dans l'intelligence émotionnelle. Alors, ça fait déjà des années qu'on travaille sur accompagner les managers à développer leur intelligence émotionnelle. C'est de pouvoir accueillir effectivement l'anxiété de l'autre, d'accueillir la sienne, en faisant preuve finalement d'acceptation des émotions de l'autre. L'anxiété, finalement, aujourd'hui, n'est plus à voir comme une faiblesse, comme ça aurait pu être le cas dans les années 50, si je puis dire. Finalement, c'est une vraie réaction humaine normale par rapport à un manque de certitude dans l'entreprise. Donc, c'est important de comprendre ses propres émotions et donc, du coup, si on développe cette capacité à s'écouter déjà soi-même, on va aussi développer cette capacité à écouter et accueillir sans jugement l'émotion de l'autre, et c'est ce qu'on appelle faire preuve de leadership émotionnel, tout simplement. Par rapport à la non-linéarité
linéarité, c'est difficile à prononcer. Là, qu'est-ce qui est intéressant à mettre en œuvre, c'est de développer finalement une agilité dans nos stratégies, hein, quel que soit le domaine dans lequel on est amené à travailler. Aujourd'hui, on le sait, c'est que d'un point de vue stratégique, les entreprises ne font plus des plans à 5, 10 ans parce qu'il y a nécessité de revoir et de tester les choses. C'est d'ailleurs assez logique, quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études et qui met sur le marché un nouveau produit, il va tenir compte des retours et il va adapter, etc. C'est ça qu'il faut simplement développer. Ce qui est intéressant dans ce monde banni tel qu'il est décrit et dans les pouvoirs que chacun va avoir, c'est effectivement, c'est un peu d'activer et de secouer un peu ses neurones et de se dire, OK, je pense ça, est-ce que je pourrais le penser autrement, est-ce que je pourrais le voir autrement? Il ne s'agit pas non plus de remettre tout en question, mais voilà, de faire preuve un petit peu de souplesse hein, dans cette non-linéarité. J'y arriverai. Et enfin, sur le côté incompréhensible, eh bien, c'est un peu sortir de la posture de sachant et d'accepter finalement qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et plusieurs cerveaux qui travaillent ensemble, ça va permettre effectivement de minimiser cette incompréhensibilité, d'avoir des visions différentes des différents membres d'équipe. C'est là, on est typiquement dans développer la collaboration. Il n'y a pas le manager ne détient pas non plus aujourd'hui toutes les réponses et il peut s'appuyer sur son équipe et être dans une démarche constructive avec ses équipes. Donc voilà un petit peu banni. Alors le monde banni, il ne demande pas plus de contrôle, hein, mais comme je le disais avant, plus de conscience, d'avoir conscience qu'effectivement on est dans un monde tel qu'il est, c'est de comprendre que ça exige de notre part, d'être capable de ressentir les choses, d'improviser, d'oser de nouvelles choses et donc de donner droit à l'erreur aussi, de coopérer. Et alors, on a parlé pendant très longtemps des soft skills. Et par rapport au monde dans lequel on vit, ce qui est intéressant, c'est de développer ce qu'on va appeler maintenant les power skills. Donc, la capacité que chacun va pouvoir développer dans ses qualités finalement relationnelles pour éviter de se sentir isolé dans une situation qui peut être délicate. Voilà, c'est des compétences humaines, adaptatives et relationnelles qui vont faire la différence de demain. Alors qu'on est finalement aussi, ça on le constate toujours, on est dans un monde de plus en plus violent où les gens ont tendance à se recroqueviller sur leurs idées, sur leur identité, etc. Et ça n'aide pas au bien-être global des personnes. Alors, rentrons un petit peu dans les facteurs de risque psychosociaux. Alors, évidemment, ça, je pense que vous le savez très bien, les causes sont multiples. Hein. Ce sont des causes qui peuvent s'enchaîner dans le temps, créer des cercles vicieux et du coup amener de la dégradation de la santé des salariés. Alors, on peut les classer en 5 grandes catégories. Hein. Il peut y avoir des facteurs liés à l'environnement physique et technique de l'emploi qu'on exerce. Quelqu'un qui travaille, par exemple, c'est quelque chose que j'entends assez souvent parce que j'interviens dans le secteur de la chimie. Souvent, les personnes mettent en avant qu'ils ne fabriquent pas du chocolat, et que il y a forcément un environnement qui les oblige à prêter extrêmement attention à la manière dont ils délivrent leur travail. Évidemment, les facteurs liés à l'environnement socio-économique de l'entreprise.
une entreprise où on voit que les commandes baissent, qu'il y a des réorganisations, oui, c'est facteur de stress, puisque, encore une fois, notre cerveau a absolument besoin de certitude, et ces environnements qui questionnent sont facteurs de stress. Pardon. Il peut y avoir également des facteurs liés au contenu même du travail à effectuer. Il y a des personnes qui sont dans des jobs extrêmement difficiles. Pardon. Les facteurs liés à l'organisation du travail. Aujourd'hui, pour des tas de raisons, les organisations sont obligées de s'adapter, de changer. Voilà, le changement est devenu la norme. Et des fois, on arrive dans des entreprises à avoir des organisations qui finissent par devenir absurdes, où les gens perdent un petit peu de sens dans ce qu'ils font. J'espère que je vais retrouver ma voix. Il y a des facteurs liés aux relations de travail, bien sûr, que ce soit les relations avec ses collègues, les relations avec ses managers, les relations avec les clients, les fournisseurs, le public qu'on est amené à côtoyer. Je vais me permettre de boire un coup. J'en ai merci. Alors évidemment, comme je l'avais dit au démarrage, le fait de ne pas prendre en compte ces différents facteurs, ça a des conséquences à la fois individuelles, où chacun va, selon son fonctionnement, avoir des symptômes physiques, des troubles du sommeil, des problèmes de concentration, des douleurs. On a très longtemps pensé que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, étaient liés à une répétition d'un geste de travail. Non, quand on a mal à l'épaule, c'est parce qu'on est crispé aussi dans le cadre de son activité. Et si on est crispé, c'est parce que la situation est peut-être difficile. Des symptômes psychologiques, l'anxiété, de la perte de motivation, de l'inquiétude. Et puis après, évidemment, on peut aller vers des pathologies beaucoup plus graves qui vont jusqu'au burn-out, des dépressions, etc. Et d'un point de vue collectif aussi, quand vous avez quelqu'un dans son équipe qui ne va pas très bien, sachez que le stress est extrêmement contagieux, et donc ça va avoir des incidences sur l'ambiance de travail qui va se dégrader, qui va augmenter les risques de conflits, et le risque, c'est évidemment aussi un désengagement généralisé. Et là, on entend tout de suite baisse de performance pour l'entreprise. Dans la thématique d'aujourd'hui, faut aussi l'entendre dans l'idée que on n'est pas dans le monde des bisounours. Une entreprise, elle doit faire du business, elle a de la concurrence autour d'elle. Et souvent, c'est la mauvaise réponse qui est donnée, c'est surcharge de travail, etc. Alors que si les entreprises avaient plus conscience de l'importance du bien-être de ses collaborateurs, elles verraient qu'effectivement, la performance peut augmenter. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans les facteurs des risques psychosociaux. Alors oui, effectivement, la quantité de travail est un facteur, moi qui mène régulièrement des enquêtes auprès dans les entreprises, c'est un facteur qui ressort très souvent. On va y trouver des contraintes de rythme, des objectifs très forts. Alors, on peut toujours le gérer, ça, mais on peut le gérer de manière très ponctuelle, et ça peut même être dynamisant dans son activité, d'avoir à un moment une activité qui va nous prendre beaucoup de temps. C'est souvent des choses pour lesquelles on trouve de l'intérêt. Là où ça pose problème, c'est quand c'est devenu la norme.
les personnes, des fois, sont obligées d'abandonner une tâche pour une autre. Elles n'ont plus le sentiment de pouvoir bien finir leur travail. Elles ne peuvent pas quitter le travail avec le sentiment du travail accompli parce qu'elles ont plutôt le sentiment qu'elles ont fait la moitié de leur to-do list. Et donc, il n'y a pas ce ressenti de satisfaction après une journée de travail. Donc, je l'ai intitulé Ça déborde, hein, tout simplement, parce qu'effectivement, des fois, c'est difficile. Je cherche un mouchoir, voilà, vous savez tout en direct. Je vais me moucher. Alors, on espère que ce ne sont pas des signes voilà, de ce Non, que non, tu décris, Viviane. tout va bien. Continuons. Voilà, alors il y a les exigences émotionnelles. Hein, ça aussi, c'est quelque chose qui reste encore difficile à comprendre pour une entreprise. Alors, il y a des contextes où effectivement, on est obligé de cacher ses émotions. Et ces contextes, c'est quand on est face à du public, face à des clients, mais on va surtout le retrouver dans les métiers de service. Il faut toujours garder le sourire. Les métiers où on est en contact avec la souffrance des autres. Oui, c'est des métiers effectivement où les gens vont avoir besoin de sas, de décompression pour pouvoir faire face à ces exigences. Hein. Ça peut être le cas aussi dans les entreprises où il est absolument malvenu d'exprimer ses difficultés, où il faut être tout le temps hyper enthousiaste, dans le contrôle de soi. Voilà, ça aussi, ça peut mettre à mal une personne. J'ai déjà entendu des personnes qui me disaient oui, mais si je dis que j'ai du mal à le faire, on va me dire que je ne suis pas compétent, etc. Donc ça va avoir un impact finalement sur l'image qu'on a de soi-même. Et on va être finalement dans une forme de dissonance entre ce qu'on ressent et ce qu'on doit garder pour soi. C'est très fort psychologiquement ça pour une personne. Et voilà, c'est important pour un manager où il sait que ses collaborateurs sont dans ce genre de situation, de savoir que la personne peut être effectivement dans une difficulté par rapport aux émotions qui sont exigées dans le cadre professionnel. L'autonomie. Alors ça, c'est aussi un besoin qu'on a tous. Hein, et je parle de besoin, je me permets de préciser aussi que on va être en situation de stress si nos besoins ne sont pas satisfaits. Et l'autonomie fait partie de ces besoins. Alors, elle peut se traduire de manière différente. Hein. Ça peut être l'impossibilité d'utiliser ses compétences. Ça peut être être dans un job où mon activité va fortement dépendre de l'activité d'un autre collègue. Et voilà, d'avoir le sentiment de ne pas avoir les moyens finalement de faire ce pourquoi on est payé dans l'organisation. Les conflits. Alors évidemment, quand dans une entreprise, c'est chaud, qu'il y a des exigences, voilà, les personnes risquent effectivement d'être en conflit avec des collègues, des clients, des fournisseurs, etc. On peut être des fois dans des conflits larvés. Si vous êtes dans une entreprise où vous devez en permanence vous méfier du coup de couteau dans le dos qui pourrait venir d'un collègue parce que c'est à celui qui va se faire mieux voir de la hiérarchie, la personne va dépenser son énergie à se protéger par rapport à ça et du coup ne va pas être performante dans son travail. Les valeurs, ça aussi, c'est un facteur important. Les personnes ont parfois l'impression d'exercer une activité qu'ils vont juger inutile ou qui vont avoir l'impression que les méthodes de travail sont absolument inefficaces, qu'on leur refait faire des choses qui n'ont pas de chance, qui n'ont pas de sens pour eux.
Ça peut être aussi quelque chose de tout à fait individuel, hein, une personne qui va être très sensible à la qualité, alors qu'on va lui demander de faire du chiffre, et tant pis si c'est pas tout à fait conforme aux normes qualité, et ben voilà, elle va se sentir pas très bien. Et c'est généralement une source d'anxiété parce que finalement, on se pose toujours la question, mais à un moment, ça va se voir, ça va retomber sur moi. C'est de la frustration, ça peut aller jusqu'à de la colère ou voire de la culpabilité de ne pas avoir la possibilité de bien faire son travail. J'essaye de reprendre ma voix à chaque fois. Non, mais c'est bon, on peut y aller. Merci. L'insécurité. Ben, on a vu qu'on vivait dans un monde plutôt insécure. Hein. Alors, la première insécurité que j'entends aujourd'hui, c'est finalement la peur de perdre son emploi, la peur qu'il y ait des choses qui changent, qu'on change d'outils. Des fois, ça va même être la peur de changer de manager. Finalement, l'être humain n'apprécie que très moyennement les changements puisque son cerveau a besoin de fonctionner en mode automatique et que chaque changement nécessite qu'on se réadapte à quelque chose et d'être dans cette forme d'insécurité. Et ben finalement, ça ne permet pas à l'être humain de pouvoir se projeter dans le futur. On a besoin de s'assurer d'un certain nombre de choses pour pouvoir se projeter dans le futur. Et se projeter dans le futur, ça veut dire être capable de faire preuve de créativité pour trouver des nouvelles façons de travailler, etc., etc. Les conditions de travail, oui, effectivement, là, c'est souvent un peu moins important aujourd'hui, mais malgré tout, il y a des environnements physiques où finalement, il n'est pas très agréable de travailler. Hein. Ça peut être le matériel fourni qui n'est pas adapté. Ça peut être des personnes qui travaillent dans des espaces où ils ne voient jamais la lumière du jour, des environnements bruyants, des horaires décalés. Alors oui, les horaires décalés font partie des facteurs de risque psychosociaux. Et comme j'ai échangé récemment avec un responsable de production, il me dit ben oui, mais moi ça, je ne peux pas le changer. Effectivement, mais de reconnaître dans sa manière d'échanger avec ses collaborateurs sur le fait que cette situation de travail est effectivement difficile et qu'il le comprend, eh ben, croyez-moi ou pas, ça fait toute la différence dans la tête des personnes. Voilà, chacun y trouve aussi des fois des avantages aux horaires décalés pour l'organisation des enfants, prendre des rendez-vous, etc. Mais le fait d'avoir un manager qui, à un moment, est en capacité de dire oui, effectivement, je sais bien que c'est des conditions de travail difficiles. Est-ce que je peux faire quelque chose pour te rendre la vie un peu moins difficile sans changer quoi que ce soit dans l'organisation du travail? C'est déjà essentiel. L'être humain a besoin de se sentir reconnu dans ce qu'il émotionne, dans ce qu'il vit. Il ne s'attend pas non plus toujours à ce que les choses changent, mais il a juste besoin qu'on dise oui, c'est vrai, c'est difficile. Donc, comme vous l'avez vu, chacun de ces facteurs, combinés ou pas, vont forcément favoriser l'émergence des risques psychosociaux. Et c'est pour ça que l'enjeu de la prévention, ça ne va pas être juste de réduire les risques, c'est surtout de développer des conditions de travail qui vont offrir des ressources pour bien travailler. Mais on va voir ensemble, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, avec une petite note humoristique. On va y aller sur ce qu'on peut faire. Alors, dans l'organisation de la prévention des risques, il y a 3 types de prévention. La prévention primaire, qui consiste finalement, idéalement, à supprimer le facteur de risque. C'est évident que ce n'est pas toujours possible. Donc, on peut essayer de chercher
à le réduire. Mais pour faire ça, il faut déjà les identifier. D'où l'importance dans cette première étape de prévention primaire, c'est là qu'on peut accompagner une entreprise pour faire un diagnostic, pour permettre effectivement d'identifier dans tel environnement de travail, finalement, quels sont les facteurs de risque, puisque selon le type d'endroit où vous allez être amené à travailler, ben, les facteurs ne sont pas les mêmes. Hein. Moi, je vois bien, j'interviens aussi bien dans l'industrie lourde que dans des secteurs de l'économie sociale et solidaire. On ne va pas trouver les mêmes facteurs de risque. Donc, c'est important d'identifier ces facteurs de risque. Et c'est déjà faire un diagnostic de prévention des risques psychosociaux, c'est déjà une démarche de prévention, tout simplement parce qu'on va aller écouter, on va demander aux collaborateurs où ils se situent par rapport à un certain nombre de questions, que ce soit au niveau de leur métier, de l'organisation, les relations, leur vision stratégique de l'entreprise, etc., etc. On peut l'associer évidemment, et c'est souvent quelque chose qu'on fait en parallèle, de la prévention secondaire. La prévention secondaire, finalement, c'est de mieux armer les personnes pour gérer les situations stressantes. Donc, ça peut être des actions comme de la sensibilisation aux risques psychosociaux. Très souvent, les managers, ils ne savent pas forcément exactement de quoi on parle. C'est de sensibiliser aussi les personnes à comprendre comment ça fonctionne chez eux, le stress, quels sont les outils qu'ils pourraient mettre en œuvre. Des fois, il y a des outils très simples qui permettent juste de faire redescendre un peu la pression. Et enfin, la prévention tertiaire. Alors, on appelle ça de la prévention, mais on est déjà un petit peu dans de la réparation, hein, puisque ça va être quand on met en place une cellule d'écoute psychologique suite à une crise dans une entreprise, une agression, un suicide, etc. Mais ça reste de la prévention, puisque permettre à des personnes à un moment d'avoir un espace d'écoute et de soutien. Je prends l'exemple avant ou après l'annonce d'un PSE, ça va aider la personne à ne pas être dans psychologie, être figée dans son symptôme et d'éviter ce qu'on peut appeler des névroses post-traumatiques. Donc on entend tous quand il y a des événements dans l'actualité, tout le monde a entendu, on a mis en place une cellule d'écoute psychologique, c'est en ça où ça devient une prévention, c'est de permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer et d'exprimer très vite leurs émotions par rapport à la situation qu'ils vivent. Alors, on va en venir maintenant à l'approche managériale de la prévention des risques psychosociaux. La première étape de cette prévention, finalement, pour le manager, c'est déjà de se connaître lui-même, de comprendre comment il fonctionne, de connaître ses points forts, ses points d'effort, parce que n'oublions pas que dans les collaborateurs dans une entreprise, le manager est un collaborateur aussi finalement comme les autres. Hein. Il se doit aussi, lui, de se protéger du stress, alors que souvent, la vision qu'on peut avoir du manager, c'est il doit gérer et puis ça fait partie de son job, quoi. Ils sont des fois aussi un peu isolés. L'étape suivante, c'est tu peux revenir en arrière, Xavier Noël, merci. C'est déjà aussi pour le manager de connaître son collaborateur. On verra pourquoi après, parce que s'il le connaît, c'est en observant un certain nombre de changements qui pourra peut-être avoir un petit warning qui s'allume et qui pourra peut-être l'amener à s'interroger sur l'état de bien-être de son collaborateur. Mais avant, il faut effectivement bien connaître son collaborateur, ce qui veut dire prendre le temps d'aller vers son collaborateur malgré la surcharge de travail. C'est là aussi, il faut faire des choix sur ce qui est le plus important. Comprendre ce qui joue pour le collaborateur.
Alors, comprendre ce qui joue, ça peut être intéressant quand on sent qu'il peut y avoir un conflit qui est en train d'émerger entre deux collaborateurs. C'est d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui est en train de se jouer, quels sont les éléments externes et internes qui font que ces deux collaborateurs qui s'entendaient plutôt bien avant sont dans une forme de conflit. L'étape suivante, c'est d'agir et d'adapter son management, sa communication, son leadership. Et puis, observer, c'est un peu aussi dans l'idée de connaître son collaborateur, mais c'est en tout cas d'observer les comportements, le contexte, l'autre et soi-même. C'est intéressant aussi de temps en temps de faire un pas de côté et de se dire, tiens, finalement, dans cette situation, c'est comme si on appuyait dans mon cerveau sur un bouton et ça me fait réagir de telle et telle manière, alors bonne ou mauvaise, la réaction. Mais voilà, c'est pour ça que la bonne connaissance de soi permet effectivement de développer une approche managériale dans la prévention des risques psychosociaux. Alors oui, effectivement, le manager, il peut détecter des signes de mal-être. Ça peut être des changements de comportement de collaborateurs qui étaient plutôt agréables, qui d'un coup est plutôt irritable ou alors qui s'isole exactement ou qui est un peu moins performant. Voilà, c'est les deuxièmes éléments. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, un collaborateur n'est plus au rendez-vous des objectifs qui lui sont fixés. Donc, c'est intéressant de l'observer, d'aller questionner sur qu'est-ce qui se passe. L'isolement, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez facile à observer et qui est une réaction souvent un peu défensive d'un collaborateur. Quand on n'est pas bien, on n'a pas envie d'aller au contact des autres, donc on va avoir peut-être tendance à s'isoler un peu plus et faut aller le chercher. Parce que finalement, un collaborateur qui s'isole, c'est tout bénef, il vous embête pas, il est tranquille. Mais c'est là où il faut faire attention. Alors que si vous avez un collaborateur qui devient irritable, etc., forcément, vous allez être beaucoup plus sollicité, vous allez peut-être plus réagir par rapport à ça. Mais attention aux collaborateurs qui vont s'isoler. C'est souvent ceux-là qui sont le plus en danger finalement. Les absences fréquentes, les gens qui d'un coup sont souvent en arrêt maladie. Alors, on peut parler d'arrêt maladie de confort, si on veut, mais ce n'est jamais des arrêts maladie de confort, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que la personne va être absente. Ça peut être parce qu'effectivement, elle est sous stress et qu'elle n'en peut plus et qu'elle a besoin de récupérer. Donc là aussi, ça peut être intéressant d'aller questionner le collaborateur. Et on anime parfois des formations justement auprès des managers sur comment gérer les retours d'absence. Qu'est-ce que je peux dire, comment je peux questionner mon collaborateur, parce qu'évidemment, on ne va pas lui demander mais pourquoi tu étais en arrêt maladie, ça ne se fait pas, c'est pas possible, mais on peut aller essayer de comprendre, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut aménager, etc. Les expressions verbales, c'est très intéressant aussi d'entendre ce que disent vos collaborateurs. Si vous avez un collaborateur qui dit j'en peux plus, je suis épuisé, faut pas laisser passer. Alors évidemment, on a toujours des collaborateurs qui vont se plaindre plus que d'autres. C'est pas ceux-là dont il faut se préoccuper. C'est de ceux qui d'habitude ne disent rien et qui d'un coup, ils expriment qu'ils n'en peuvent plus. On peut observer parfois des changements physiques. Des fois, une personne qui d'un coup a une apparence plus négligée, qui va arriver avec les cheveux pas lavés, etc. Langage corporel, des gens qui se referment sur eux-mêmes. C'est des petits signes qui sont intéressants dans l'observation de tiens, avant c'était comme ça et là d'un coup je sens qu'il y a quelque chose qui est différent, et de ne pas se dire que c'est un fait de hasard, mais c'est d'aller aller vérifier finalement
sans avoir la casquette du jugement, mais d'essayer un peu de jauger comment finalement le collaborateur se sent à ce moment-là, quoi. Yann, je vais te mettre en situation de stress. Il nous reste 5 minutes. On aimerait bien Wow. prendre une ou deux questions et je sais qu'il te reste quelques slides, mais on va un peu D'accord, accélérer d'accord. pour Bah, quand même écoute, je aborder vais le sujet. accélérer. Mm. Alors, je fais référence là au webinaire auquel vous avez sans doute pu assister de Michel sur notre philosophie, notre réflexion au sein du cabinet. On constate effectivement qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des structures où on fait du fast management. Ça veut dire quoi? On fait du management. On considère que l'homme est une ressource, on est soumis aux résultats, on fait des to-do list, on est très dans l'organisation, etc. On constate que finalement, c'est plutôt amplificateur de stress. Et on a envie aujourd'hui d'amener les entreprises à réfléchir sur finalement comment être manager. Il y a une vraie différence entre faire et être. Et c'est plutôt de réfléchir finalement comment arriver à la performance et de comprendre qu'on va arriver à la performance si on considère que l'homme est plutôt une richesse, si le manager est plutôt centré sur l'humain, s'il est capable de donner du temps, s'il est capable d'être ici et maintenant, c'est-à-dire que quand vous avez un collaborateur qui vient vous poser une question, c'est de pouvoir lui répondre sans penser au prochain rendez-vous et le temps que vous êtes en train de perdre pour lui répondre, c'est d'être vraiment ici et maintenant. Et pour information, j'ai mis dans le chat le lien du dernier webinaire justement sur ce sujet. Donc Super. voilà, n'hésitez pas à le développer dans le temps qu'il nous reste à cliquer pour le découvrir ou simplement dans l'historique de nos replays sur notre chaîne YouTube. Donc effectivement là, je vous ai beaucoup parlé du bien-être, de prendre soin de soi. C'est prendre le temps de prendre soin de soi en tant que manager, de prendre soin de sa relation à l'autre. Un des outils qu'il faut absolument développer dans les entreprises, c'est développer la culture du feedback. Alors, je vais passer vite puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps. C'est être capable aussi de respirer, de célébrer avec son équipe des réussites. Une réussite, on l'oublie, on passe à une autre. Non, prenons le temps. C'est pas forcément beaucoup, mais peut-être 3 minutes pour se dire bravo à l'équipe, etc. Porter son attention sur l'estime de soi-même et l'estime des autres. Voilà, on peut passer vite à la suite. Alors, je vous propose 2 outils, mais on verra que celui-là, parce que celui-là, je le trouve assez pertinent. C'est ce qu'on appelle le modèle Karasek. Alors, 3 étapes. Non, je ne trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amené à demander quelque chose à faire de nouveau à un collaborateur. On peut imaginer que ce qu'on appelle ça, c'est une demande psychologique forte. C'est comme si là, on me demandait de faire ce même webinaire en anglais. Ne maîtrisant pas l'anglais, ce serait une demande psychologique très forte. Donc, après 2 leviers que le manager peut activer, c'est voir avec la personne finalement en quoi et comment elle est en contrôle de ce qu'elle peut faire. Est-ce qu'elle a un degré d'autonomie? Ce serait par rapport à la situation que je vais vous dire, c'est que mon manager me dise attends, pas de souci, Viviane, il y aura une interprétation simultanée. Donc finalement, la demande psychologique n'est plus forte puisqu'il y a quelque chose pour faire. Et puis, être aussi support pour son collaborateur, c'est en quoi je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi et pas être vous êtes bien sur le répondeur de machin et je ne suis pas disponible pour le moment. Donc voilà, c'est intéressant aussi quand vous êtes amené à demander à un collaborateur de faire quelque chose de différent, de nouveau. C'est de se dire finalement ce que je lui demande, est-ce que la demande est trop forte et est-ce qu'il faut que je la réduise?
ou est-ce que pour lui permettre de grandir, puisque finalement c'est comme ça qu'on évolue tous dans nos activités, quel est le degré d'autonomie et de contrôle que je peux lui donner? Ça peut passer par une formation, etc. Et en quoi et comment je peux être support pour lui. On va passer sur le modèle Sigrist, tant pis, c'est pas grave. Là, c'est la notion de relation entre l'effort et la récompense perçue par le collaborateur. Voilà, on vous laisse deviner effectivement et on finit sur le rôle des managers. Voilà. Donc, effectivement, synthèse, c'est de détecter un certain nombre de choses, de dialoguer avec bienveillance, de gérer les priorités. Très souvent, les collaborateurs ont besoin aussi qu'on leur donne un peu de support sur comment gérer les priorités et donner du feedback régulier. Et enfin, ce que le manager n'est pas, parce que vous n'êtes pas non plus Superman ou Superwoman. Vous n'êtes pas un professionnel de la santé mentale, vous n'êtes pas un psychologue, vous n'êtes pas là pour poser des diagnostics, etc. Vous pouvez observer, alerter et orienter. Attention de ne pas vous mettre une casquette en plus sur la tête. Vous n'avez pas, ça ne relève pas de votre responsabilité. Vous avez des supports et des relais qui peuvent être là dans vos structures. Parfait. On te laisse le mot de la fin avant de prendre Voilà, d'autres et questions. j'avais envie de terminer, je l'ai déjà un peu évoqué dans tout ce que j'ai pu vous dire. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi-même. Donc, soyez tous attentifs à comment vous vous portez et c'est comme ça que vous pourrez être support des autres. Voilà un petit peu tout ce que je voulais partager avec ma voix défaillante, toutes mes excuses. On vous met aussi les ressources, les contacts en interne, les RH, la médecine du travail, CHSCT, etc. Et puis des sites utiles comme l'INRS, l'ANAC, où vous pouvez trouver des compléments d'information. Très bien, merci. Alors désolé, on a un peu dépassé, il est déjà 12h02, mais c'est que c'était justement particulièrement passionnant et intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas bien sûr dans le chat à faire vos feedbacks. Et aussi, pour ceux qui sont prêts à faire quelques minutes de plus, on va quand même prendre quelques questions-réponses, et notamment donc la question qui avait été posée vers le début de la séance, donc question de Sabine, qui demandait comment réagir si le manager direct, donc le N+1, exerce lui-même une forte pression? Est-il dans le déni quant à un risque professionnel? Clairement, oui, il est dans le déni. Et alors, je ne connais pas trop le contexte, mais en général, c'est quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir effectivement pointer du doigt que le problème, il se situe à ce niveau. En interne, c'est un peu délicat, quoi. Ça va faire transition avec effectivement la dernière question pour l'instant. N'hésitez pas à rajouter des questions selon l'onglet questions. Donc, Samuel qui nous demande ce que vous avez dit semble être lié au management interne. Quel intérêt d'être accompagné par une structure comme la vôtre? L'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier finalement d'un regard extérieur et neutre, et plutôt bienveillant, et de vous apporter finalement des outils qui permettent de faire une photo à l'instant T de où vous en êtes dans la prévention des risques psychosociaux dans votre entreprise, et puis être aussi accompagné dans la mise en œuvre des plans d'action. Très souvent, les entreprises sont très effrayées à l'idée de se dire mais il va falloir qu'on change l'organisation du travail, etc. Non, pas forcément. C'est peut-être des fois très souvent la manière de communiquer qui va permettre aux collaborateurs de se sentir mieux. Si on explique les choses, si on explique pourquoi il faut que les choses se passent comme ça, l'être humain est très capable de mettre en œuvre le comment je vais m'y prendre, pour peu qu'on lui laisse la possibilité de se tromper, d'expérimenter, et que ce soit fait avec bienveillance. Voilà ce que j'aurais envie de partager par rapport à cette question.
Très bien. Alors, j'ai vraiment pris les questions qui sont dans l'onglet questions, hein. J'ai vu qu'il y avait un retour d'une situation de management de transition un peu compliquée, mais il n'y avait pas forcément de questions, hein. Je vous laisse effectivement découvrir le témoignage de Marc Gélibert dans le chat. Et on va conclure, je pense, sur la dernière question d'Axel. Axel qui demande comment réagir quand c'est plutôt le CSE qui met une pression sur la direction. Alors, j'ai envie de répondre par une boutade. Je ne sais pas si vous avez des fonctions RH, mais j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un RH d'une grosse entreprise et qui disait on a finalement les IRP qu'on mérite. Bon, c'est une réponse un peu en forme de boutade. Faut essayer d'être dans la construction. Il faut être clair, savoir poser le cadre, être exemplaire aussi dans la manière dont on interfère avec eux. Effectivement, je vois très souvent, quand je fais des diagnostics, je fais toujours en sorte que dans l'équipe projet, il y ait des représentants parce qu'ils sont finalement partie prenante et d'être très au clair de ce qui relève de la responsabilité de l'un et de l'autre et de considérer que c'est normal que les membres du CSE trouvent que tout va mal. Voilà, ils sont un peu sont là pour alerter. Et c'est normal aussi qu'au niveau service RH direction, on puisse répondre qu'on ne peut pas tout modifier. Et rien qu'en le disant clairement avec bienveillance et sans être dans le jugement, ça peut aider les choses. Maintenant, quand c'est installé depuis de longues dates, c'est plus délicat, effectivement. Très bien, on va en rester là. Merci à tous. Déjà, merci surtout à Viviane qui a tenu seule, qui a été mise Merci d'avoir physiquement à supporté ma contribution. voix défaillante. C'était, voilà, on va laisser se reposer pour déjeuner. Donc, merci à tous. Voilà, comme je disais, c'est bientôt l'été. Donc, nous, on va faire une pause sur les webinaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres contenus. On vous invite bien sûr à suivre le blog Proévolution. On a encore pas mal d'articles à vous partager ces prochains temps. Cette année, on sera en roulement. On aura une permanence pour les personnes qui ont des besoins, que ce soit en management de transition, en recrutement ou en transition de carrière et conseil. On sera toujours là pour vous accompagner cet été. Et les sujets du webinaire reviendront à la rentrée, justement. J'ai vu qu'une des personnes qui participait, on va bientôt se voir pour échanger. Donc, on a des sujets dans les cartons. En tout cas, on vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous partez, en tout cas un très bon été. Voilà, hydratez-vous bien, prenez soin de vous, prenez les conseils justement que Viviane nous a donnés, que ce soit pour vous ou pour vos équipes. Maintenant, mettons en application. Profitez bien et on vous dit tous à bientôt, peut-être à la rentrée ou avant pour ceux avec qui on échange. Merci Merci à à tous. tous. Bonne Au revoir. journée.